Nous sommes sur la D928, après la A28. Des 928. Sur des 928 pendant 21 km. Could you step to pot F for me, please, and take out the Red Bull? Non, mais pour reparler là du Brésil favori comme l'ironie ou même certains disent l'Argentine, pour nous Français qui voyons les matchs quand même de ces deux stars, c'est-à-dire Neymar et Messi, oui, on peut se poser des questions. Ah oui, oui. Dire parce que Messi est pas forcément le On va même. pas dire Ronaldinho. Bah, non, parce que je lui ai pas dit, parce que je lui ai posé la question sur Neymar, il m'a dit on peut pas les critiquer, et Neymar est le meilleur joueur du monde. Ok, bon bah merci Ronny. Allez, et Messi, Le Brésil en position 1 du groupe G. Donc le Brésil en groupe G et le Portugal sera dans le groupe H. Bravo. Voilà. T'as vu, Jeannot, Il y en a un qui suit, c'est bien. Voilà. On rappelle donc pour l'instant le positionnement des têtes de série. Alors évidemment, ça a une importance relative, hein, mais ça c'était là. J'ai décidé de... Les candidats, de la même manière. Je pense par exemple à TF1, je pense à Europe 1, le journal du dimanche, qui ont fait aussi un débat. Et il y en a au moins 5 ou 6, je les ai pas là tout en tête, mais vous les connaissez, qui ont décidé. L'émission de TF1 où Jean Lassalle n'était pas présent. C'est ça, exactement, Candidat tout dans à Jean fait. Lassalle, d'accord. Voilà. Mais tout de même, la campagne pourrie, les journalistes sont lâches. Est-ce qu'au fond, un candidat peut dire ça? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il veut aussi les faire réagir, parce que... Faire du buzz. Pardon? Faire du buzz. Non, honnêtement, c'est pas faire du buzz parce que ça fait très longtemps qu'il le dénonce de manière importante. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a plus de 95% de nos médias qui sont détenus par des milliardaires, par des patrons du CAC 40. Et on sait les conséquences que ça peut avoir. Regardez, je ne citerai qu'un exemple, Vincent Bolloré, qui détient quasiment une grande partie des médias, qui détient Editis, les maisons d'édition et d'autres encore. Et on sent bien qu'il y a une influence. Il suffit de voir comment a été fait le traitement médiatique de certains candidats. Et quand il dit lâcheté, c'est pas dans le sens, il s'attaque pas à la personne qu'il a en face de lui, il s'attaque de manière globale à un système qui justement fait que les médias ne sont plus libres. C'est un propos presque radicalisé dans la bouche de Jean Lassalle. On l'a connu plus champêtre, plus cool. Là, c'est carrément, on va dire qu'il est en train de se lancer des polémiques. Pourquoi? C'est pour essayer d'exister en fin de campagne, parce qu'il n'y a pas assez de débat à ses yeux. Donc, il faut clasher, si je puis dire. Et non, parce que Jean Lassalle, effectivement, vous dites c'est quelqu'un de sympathique. Mais on le met dans la catégorie sympathique parce que c'est l'image qu'on veut donner de lui. Mais c'est pas qu'il n'est pas sympathique, il est sympathique, mais il l'est d'ailleurs énormément, d'ailleurs emphatique aussi, il est proche des Français, mais c'est quelqu'un aussi pendant toute sa carrière, et vous le savez, qui a posé des actes forts, sa grève de la faim, le sécanto à l'Assemblée nationale pour dénoncer la fermeture des services publics, ensuite quand il a fait son tour de France à la rencontre des Français, et des actes forts, celui-ci en fait partie, c'est pour sensibiliser tel un lanceur d'alerte. Donc c'est pas pour créer du buzz, c'est pour faire réagir. Pour bien comprendre, Dalila Berabagui, vos arguments, vous dites qu'il n'y a pas de débat avec le président de la République. Mais une campagne présidentielle, c'est aussi se mettre en avant et déployer son programme. C'est ce que fait Jean Lassalle. Certes, il n'a pas été invité peut-être à 2 émissions, mais on le voit partout et il égrène ses idées, ses pistes, son programme, ses propositions. Où est le problème? Le problème, c'est que ça arrive trop tard. C'est-à-dire que vous voyez bien, il y a une période d'équité de temps de parole. Et avant l'équité de temps de parole, Jean Lassalle était quand même, il suffit de regarder les temps de parole, le CSA les a publiés. La période du 1er au 16 janvier, il avait 8 minutes de temps de parole, contrairement à d'autres qui en avaient 42 heures. Et donc ça arrive, l'égalité de temps de parole, dans les 10 derniers jours.
Donc ça arrive trop tard pour pouvoir justement avoir une incidence et porter son projet et le faire entendre par tous les Français. Mais une candidature vaut aussi par le projet, ce qu'il y a à l'intérieur. Dalila Berbagui, il veut revaloriser le SMIC à 1 400 € net, je suis allé chercher ça. Il veut baisser la TVA sur les hydrocarbures, on en parle beaucoup aujourd'hui, oui. De 20 à 5,5%. C'est ce que dit aussi Marine Le Pen. Comment est-ce que vous allez compenser le manque à gagner dans les caisses de l'État, tiens au fait, avec cette baisse de la TVA sur les carburants? Alors, d'abord pour répondre effectivement sur ce que vous me disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr, il a posé des actes forts, mais il a aussi un projet et il le fait, il le présente à chacune aussi de ses interventions. Donc il n'y a pas juste des coups de gueule, il y a aussi, comme vous avez pu le voir, le débat d'hier, il a bien présenté ses idées, son projet. Et sur l'augmentation du SMIC, la plupart des économistes le disent, puisque nous on a monté des groupes de travail, on a constitué justement notre projet avec les citoyens, donc des économistes qui ont travaillé avec nous. Et les économistes disent que c'est tout à fait possible d'augmenter le SMIC, ça a des effets aussi, c'est-à-dire que ça permet aussi l'augmentation des salaires, permet de relancer la croissance et la consommation, notamment dans tout ce qui est la restauration, le commerce. Et sur la baisse de TVA sur les carburants. Et la baisse de la TVA sur les carburants, ça passerait de 20 à 5,5%, ce qui serait un gain pour justement nos concitoyens beaucoup plus important. Et un manque à gagner dans les caisses de l'État. Un manque à gagner, mais quand on regarde aussi les firmes pétrolières, et notamment Total, qui a quand même eu 16 milliards de bénéfices. Exactement. D'ailleurs, il y avait une sénatrice qui avait fait cette proposition. C'était passé par une proposition de loi et qui n'a pas été retenue. Mais c'est tout à fait possible de taxer justement les firmes transnationales, notamment Total, qui a 16 milliards de bénéfices, notamment de dividendes. Et après, de l'argent, quand on veut la trouver, c'est des choix budgétaires. On la trouve toujours quelque part. Dalila Berbagui, Jean Lassalle veut réaliser un audit citoyen de la dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un audit citoyen de la dette, en fait, il a bien expliqué, parce que par exemple, hier au débat, on lui a dit quelle serait votre première mesure. Et au lieu de répondre d'une première mesure, il a dit qu'il réunirait, en fait, justement toutes les personnes, notamment le corps de l'armée, avec les militaires, avec les responsables, les plus hauts dignitaires de l'armée, mais aussi les responsables à Bercy, pour justement faire un audit citoyen, c'est-à-dire vraiment qu'on constate quel est justement le montant de la dette exacte, ce qui est dû et ce qui n'est pas indu, pour voir justement faire un état des lieux de la situation. C'est-à-dire plutôt qu'une proposition, une discussion en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Faire un point de la situation et voir réellement ce qui est dû et ce qui n'est pas dû par rapport à la dette, et ensuite faire en conséquence et mettre en place en conséquence les mesures qu'il faut. Au final, si vous deviez décrire la candidature Jean Lassalle, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que la candidature Jean Lassalle, comme son slogan le dit, c'est la France authentique, c'est-à-dire de remettre de nouveau des valeurs importantes, le retour justement, et ça Jean Lassalle le dit souvent, que l'homme rencontre l'homme, c'est-à-dire revenir à des valeurs humanistes. Et c'est-à-dire c'est vraiment une candidature qui permettrait de redonner à la France la place qui est la sienne. Nous verrons bien, il vous reste 9 jours, vous savez. Oui, c'est ça, exactement. Et juste pour dire aussi que c'est quand même le candidat qui a augmenté le plus dans les sondages. On est quand même parti à 0,5%. On se stabilise à 3%. Ah, vous les aimez les sondages, hein? Mais après, voilà, on les critique aussi beaucoup, mais disons que voilà, on est dans une belle dynamique, que ce soit celle-ci, même si les sondages, avec toutes les critiques qu'on peut y poser, mais surtout sur le terrain, ce qu'on voit, la dynamique est de plus en plus importante et vraiment des gens qui le soutiennent de plus en plus. Donc on ne se donne aucune limite et on veut aller le plus loin possible. Merci à vous, Dalila Berbagui, directrice de campagne de Jean Lassalle, d'avoir été le candidat résistant, d'avoir été ici même l'invité du 18-5 ans France Info. Merci à vous, Jean-François Killy. Et Jean-François Killy, on se retrouve à 20h pour les informer. La France affrontera le Danemark en phase de poule. Première info de ce tirage au sort, on y reviendra en détail. Le Danemark, tiens, comme en 98 et comme en 2018, de mon souvenir. France Info Météo, avec Café Malongo, grand écologique et équitable, créateur de machines expresso et doses, fabriquées en France. Retrouvez sur malongo.com. Sébastien Léas. Les chutes de neige se poursuivent sur l'ensemble des hauteurs. Météo France maintient d'ailleurs la vigilance orange pour neige-verglas. Demain matin, la perturbation va s'étendre entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, la Lorraine et l'Alsace. En pleine, neige et pluie seront mélangées. La tenue sur route sera plutôt faible. La journée s'annonce nettement plus lumineuse entre les frontières belges, l'Île-de-France, la Touraine, la Vendée et les Landes, avec une matinée ensoleillée et un ciel un peu plus changeant l'après-midi. Les éclaircies seront un peu plus timides sur les régions méditerranéennes et entre les côtes de la Manche, la Bretagne et la Loire-Atlantique.
Quelques averses pourront même se développer. Le risque d'averse sera plus marqué sur la Corse et les Alpes-Maritimes avec également des orages possibles. Le vent sera aussi toujours soutenu de 50 à 80 km par heure en général, mais plus de 110 km par heure sur les Pyrénées et autour du golfe du Lion. Il va aussi faire bien froid cette nuit avec le retour de fréquentes gelées. Demain après-midi, les températures maximales seront comprises entre 2 et 5 degrés du Grand Est à Auvergne-Rhône-Alpes, entre 6 et 12 degrés sur le reste du pays, avec jusqu'à 14 degrés sur la Côte d'Azur. Sur la D928. Avec France Info, 19h. France Info, 17h, 20h, Nicolas Théillard. Avec Edouard Marquet, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une, ça se passe en ce moment, le tirage au sort du mondial de foot au Qatar. L'équipe de France de football sera dans le groupe D et affrontera notamment le Danemark, premier adversaire connu pour les Bleus. Nous continuons de suivre ce tirage dans un instant. 37e jour de guerre en Ukraine, évacuation impossible aujourd'hui de Mariupol, le port assiégé du sud-est. Mais quelques réfugiés ont pu partir direction une autre ville plus à l'ouest, Zaporizhzhia, où nos envoyés spéciaux sont arrivés. La suite de l'enquête sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, le principal suspect Loïc Le Priol est devant le juge. Le scandale des pizzas contaminées à l'Escherichia coli, témoignage dans un instant d'une maman d'un enfant contaminé qui a fait 12 jours de réanimation. Et puis un coup de pouce bienvenu, des carburants un peu moins chers depuis ce matin, 18 centimes de moins, c'est la remise annoncée par le gouvernement. Nous serons dans une station-service de Nancy. C'est le 17-20 de France Info, bienvenue. La lettre D nous portera-t-elle chance? Le tirage au sort du mondial au Qatar a lieu en ce moment à Doha. Les footballeurs français sont donc dans le groupe D. Cédric Guillou, et on connaît donc déjà un premier adversaire. Oui, ce sera un adversaire connu pour l'équipe de France qui va retrouver le Danemark. Je dis retrouver parce que les Bleus vont déjà jouer contre les Danois en Ligue des Nations au mois de juin prochain, mais également au mois de septembre. Donc France-Danemark, on connaît déjà la date de ce match. Ce sera le samedi 26 novembre. Vous le disiez, la France. Nous sommes à Froyelles. D. Pour l'instant, 16 nations ont été tirées pour ce mondial au Qatar. Et puisque la France est dans le groupe D, on va s'intéresser également à ce qui se passera dans le groupe C, parce que ce sera potentiellement un adversaire 8e de finale pour l'équipe de France. Et dans le groupe C, pour l'instant, il y a le Mexique et il y a aussi l'Argentine, voilà, qui nous rappellerait des souvenirs de 2018. Effectivement, Cédric Guillaume, merci beaucoup. On continue de suivre évidemment ce tirage au sort et on vous donne le prochain adversaire dès qu'il est sorti. Prochain adversaire pour les Bleus. Vous saurez tout, vous ne manquerez rien. Dans l'actualité, également la guerre en Ukraine et la situation à Mariupol, toujours inquiétante, Edouard. Et l'évacuation de milliers de civils n'a pas pu se faire aujourd'hui, déplore le comité international de la Croix-Rouge qui en était chargé par Moscou, le CICR qui retentera demain, car les conditions de sécurité n'étaient pas réunies aujourd'hui. Mariupol, port assiégé du sud-est où 100 000 civils se trouvent dans des conditions très difficiles, il manque de tout et les ONG n'ont pas l'autorisation d'envoyer de l'aide. Quelques civils ont pu bénéficier quand même d'un cessez-le-feu hier pour se rendre plus à l'ouest, à Zaporizhzhia, où vous vous trouvez, Marie-Pierre Véraud. Ces rares réfugiés sont attendus finalement demain. L'on est dans ce centre de Zaporizhzhia, cet ancien centre commercial qui a été transformé en centre d'accueil pour les réfugiés. C'est ici qu'ils arrivent, qu'ils sont enregistrés, qu'ils reçoivent un peu de nourriture. Il y a des enfants qui peuvent avoir quelques jouets, un panneau avec des annonces de personnes disparues, des propositions de transport, des enfants, des familles. Une fois qu'ils ont été enregistrés dans ce centre, qu'ils ont parfois eu aussi un peu une aide psychologique, eh bien, on les convoie dans des bus, dans différents endroits où ils peuvent passer la nuit. Sur un banc, une dame avec 2 enfants, 2 fillettes. Il ne reste rien de mon village, nous dit-elle. Ils ont tout détruit. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est insupportable. Des morts, des cadavres partout, les uns sur les autres. Et les Russes, ils ont mis leurs blindés dans nos jardins. C'est à cheval qu'elle a pu s'échapper. Son fils est venu la chercher, puis elle a pu trouver une voiture. Des récits de personnes ainsi bouleversées. Marc Forger, de Médecins sans frontières, pense en recueillir beaucoup. On peut s'attendre à voir des gens en syndrome post-traumatique, c'est clair, des gens qui ont été paralysés par la peur, qui ont tout perdu, des gens secoués. Et puis c'est aussi des gens qui souvent vont s'arrêter ici à Zaporizhzhia, mais qui vont continuer leur migration. Ils ont vraiment besoin d'un moment de répit. Ils sont encore un peu en mode urgence. D'urgence, sans doute, encore pour longtemps. Zaporizhzhia, Arthur Gerbeau, Marie-Pierre Véraud, France Info. Kiev assure ne pas être à l'origine du bombardement d'un dépôt pétrolier à la
frontière côté russe. L'incendie est toujours en cours. Moscou qui accuse l'aviation ukrainienne et promet d'ailleurs que ça pèsera négativement dans les pourparlers. Loïc Lepriol, au nom de la justice française. Figure de l'ultra-droite, principal suspect de l'assassinat de l'ex-rugbyman Federico Aramburu, tué par balle à Paris. Loïc Lepriol, arrêté en Hongrie, est arrivé en France hier soir après avoir été entendu par la juge d'instruction plusieurs heures. Il est maintenant devant le juge des libertés et de la détention pour savoir s'il sera placé en détention. Lauriane Delanoë, vous êtes au Palais de justice de Paris et vous avez pu assister au début de cette audience. Oui, Loïc Lepriol, 27 ans, doudoune noire, épais, sa poche, les cheveux bien plaqués sur le côté. L'ancien militaire se lève bien droit quand la juge des libertés et de la détention arrive, puis 20 minutes plus tard, la procureure. Autour de lui, dans le petit box, 4 policiers. Et l'audience se tient en ce moment à huis clos pour la partie des débats. La procureure l'a demandé afin qu'il puisse s'exprimer librement. L'avocat de Loïc Lepriol le demande aussi. Maître Nogueras souligne que sa famille reçoit des menaces de mort explicites de la part de membres de la communauté basque, poursuit l'avocat. Les débats sont donc, vous l'avez dit, en ce moment sur le placement ou pas en détention provisoire, pas sur le fond du dossier, l'enquête sur l'assassinat du joueur de rugby Federico Aramburu, l'Argentin ancien du Biarritz olympique, abattu par 5 balles au petit matin il y a près de 2 semaines à Paris. Sur ça, sur le fond, l'ex-commando marine a été interrogé plusieurs heures aujourd'hui dans le bureau du juge d'instruction et il en ressort donc mis en examen. Merci beaucoup Lauriane Delanoë en direct du Palais de justice de Paris. Le procureur de Bobigny demande la mise en examen du policier qui a tué un homme dans un quartier de Sevran en Seine-Saint-Denis. Il a fait le poids sur l'enquête. Il veut le poursuivre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le fonctionnaire qui s'est dit s'être senti en état de légitime défense. La mort de cet homme a engendré 5 nuits consécutives de violence dans plusieurs communes de ce département. 2 premières plaintes dans l'affaire des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E. coli déposées à Bordeaux par des parents d'enfants malades. D'autres devraient suivre selon les informations de France Info. 75 enfants au moins ont été intoxiqués partout en France à cette bactérie après avoir mangé ces produits. 2 en sont morts. Manoé, lui, a 7 ans. Il a été hospitalisé pendant 12 jours dans un service de réanimation d'un hôpital. Sa maman nous confie son incompréhension. C'est surtout beaucoup d'incompréhension. Aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas comment on peut expliquer à un enfant de 7 ans que manger c'est vital, en ayant conscience que ça devait être fataliste. On essaie de reprendre un quotidien. Nous sommes à Le Bois, là. Ceci dit, on se remet pas tous 2 jours de réanimation du jour au lendemain, en fait. Est-ce qu'il y a des risques de séquelles aujourd'hui ou à plus long terme? Principalement chez Manoé, ça sera au niveau des reins. On sait que le principal organe ne respire pas, malheureusement, c'est les reins. Et les enfants, a priori, atteints de cette bactérie, ont un circuit rénal assez bien. La maman de Manoé au téléphone avec Nicolas Teillard. De quoi faire le plein pour un peu moins cher. Depuis ce matin, la ristourne du gouvernement s'applique sur le litre de carburant mise en place pour juguler la hausse de l'essence et du diesel. 18 centimes de moins en métropole, 17 centimes en Corse, 15 centimes en Outre-mer. Différence qui s'explique sur les différents taux de TVA. Peu importe la région, il y avait du monde dans les stations-service. Certains sont allés jusqu'à la dernière goutte pour pouvoir en bénéficier, comme ici à Nancy, Louis Stoman. Le voyant de la réserve brille depuis le début de la semaine dans la voiture de Guillaume. Ça devenait critique. Ce Nancéen est donc ravi de voir le diesel à 1,935 € dans cette station-service. J'ai attendu ce jour justement pour venir faire le plein en disant qu'il y a une baisse des carburants effective. Ça soulage. Ça y est, avec 55 litres, le réservoir est bien rempli. 99,11 €. Le dernier plein que j'ai fait, c'était sur 5 €, quelque chose comme ça. Ça fait toujours gagner 5 €, ça fait 5 baguettes de pain. Lucas prend vite sa place à la pompe. Cet étudiant veut mettre 10 litres d'essence. J'ai été il y a 2 semaines à peu près. Pour la même quantité, j'ai pu mettre 30 balles au lieu de 20. C'est non négligeable, quoi. Et la remise, quand même, c'est pas mal. Il est l'un des rares avec un autocollant apprenti sur le pare-brise arrière. Beaucoup de professionnels viennent ici faire le plein avec la carte de l'entreprise sans trop regarder les prix. Donc, sauf Jean-Marc. Lui dirige une société et il s'inquiète donc des comptes de sa boîte. Avec les voitures de société, il y a les camions qui transportent les marchandises. On a, nous, un coût du transport qui va augmenter de 20% sur le mois d'avril. C'est non négligeable. Je mets 90 litres là, donc ça va faire pas loin de 200 €. Sortons de Le Bois. 165 €.
Mais il doute que la remise de 18 centimes suffise à baisser ses charges de manière significative. Reportage pour France Info signé Louis Thomas. Et le temps de faire le plein et on connaît un deuxième adversaire pour les Bleus pour le mondial au Qatar en novembre. Après le Danemark, la Tunisie a été tirée pour être dans le groupe D, donc avec l'équipe de France tenant du titre. Faut-il encore le rappeler? Il ne manque qu'un dernier adversaire pour que la poule soit complète. On vous explique tout et on vous donne tout le tirage de cette phase de poule de Coupe du Monde dans un instant. France Info anime le parcours du marathon de Paris, dimanche 3 avril, devant la maison de la radio et de la musique. Auditeurs, amis, supporters, rendez-vous à partir de 10h en musique avec FIP. Venez encourager les marathons. Sortons de la broye. Du 31e kilomètre. Le marathon de Paris, dimanche 3 avril, en partenariat avec France Info. France Info. 17h, 20h. Nous sommes vite, c'est pour ça qu'on arrive à rouler. La France contre le Danemark et la Tunisie. C'est pour l'instant le tirage au sort de la Coupe du Monde au Qatar. Il se poursuit, édition spéciale à suivre. Après le fil info, Edouard Marquet. 37e jour de guerre en Ukraine, un dépôt pétrolier toujours en feu à la frontière côté russe. Moscou accuse Kiev d'être à l'origine de la frappe qui a détruit le bâtiment, ce que dément à l'instant l'Ukraine. Le premier bilan de l'UNESCO des dégâts de ce conflit sur le patrimoine. 53 sites culturels ont été endommagés en un peu plus d'un mois, 29 sites religieux et 16 bâtiments historiques. La liste n'est pas exhaustive selon l'organisation de l'ONU qui a travaillé sur des images satellites. Un premier convoi humanitaire va entrer dans le Tigré, région d'Éthiopie, en conflit depuis 1 an et demi. 20 camions du programme alimentaire mondial qui vont apporter plus de 500 tonnes de nourriture pour des populations qui sont en train de mourir de faim, précisent les Nations Unies. Ce conflit a déjà fait plusieurs milliers de morts et 2 millions de déplacés. Inhabituel depuis ce matin, de la neige pour commencer ce mois d'avril. 19 départements sont toujours en vigilance orange neige-verglas. En Normandie, dans le centre, dans les Pyrénées et même les 2 départements de Corse sont concernés par cette alerte. France Info, l'info juste. France Info, édition spéciale. Avec le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe du Monde de foot qui se déroulera au Qatar à partir du 21 novembre prochain. Tirage au sort en cours. Le groupe de la France est désormais complet ou presque. Cédric Guillou, on connaît déjà 2 adversaires. Le 3e est installé dans le groupe de la France, mais il reste à déterminer. Expliquez-nous ça. Alors, on va rappeler déjà qu'il y a le Danemark qui a été tiré en premier pour l'équipe de France. La Tunisie a été tirée derrière encore pour les Bleus. Et puis effectivement, il va falloir patienter un petit peu avant de connaître le 3e adversaire pour la France, qui sera en fait Petit pays, grand peuple, peuple de courage, de dignité et d'honneur. Une personnalité qui est quand même... Nous sommes à Hauteville. Attachante. On sent que vous êtes heureuse d'être là, vous êtes une bonne vivante, c'est ce qu'on devine, vous êtes une passionnée, une amoureuse de la musique, vous aimez rire, enfin je veux dire, le succès c'est aussi ça, vous participez au succès de cette émission. C'est gentil de me le dire, mais je pense que la magie de cette émission est due en partie au fait que chaque maillon, justement chaque pièce de cette émission est importante et on s'en rend pas forcément compte, mais si chacun des éléments était amoindri ou disparaissait, ce serait pas la même chose. Les ambianceurs, par exemple, chez France, derrière les candidats Nagui sont très très importants. La voix de Cruella est très importante, la personnalité de Nagui. Qui nous déroule le tapis. Et ça marche avec tous ces petits détails. Je pense que c'est vraiment un tout. C'est aussi une émission qui arrive à prendre un peu de nouvelles. La journée vient de se terminer. Parfois la journée n'est pas facile. Hauteville. Cette émission, dans des moments un peu à partir du moment où on des enfants devant leur télévision, de ceux qui rentrent dans journée bleue, des personnes âgées aussi qui ont des journées parfois cette responsabilité Magali Lepol. Je vous invite d'ailleurs à nous passer un petit coup de fil au 08
56. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, Magali Ripoll, il y aura une petite surprise d'ici. Un petit peu la tradition notamment dans les médias. Vous l'avez regardé tomber depuis la fenêtre, vous avez pesté contre la boue qui colle aux chaussures. La neige de printemps s'est invitée un peu partout en France aujourd'hui. L'alerte orange à la neige et au verglas est maintenue dans 19 départements jusqu'à dimanche matin. Et la météo dans quelques minutes à la fin de ce journal. A priori, il est question du Qatar maintenant. Et de foot, absolument. De la mort. Facile pour l'équipe de France de football, championne du monde en titre. Ça se joue en ce moment à Doha où le tirage au sort du premier tour de la Coupe du Monde est en cours. Tête de série, la France ne tombera pas dès le début sur les meilleures équipes, mais selon le tirage, ça sera plus ou moins facile pour les Bleus. Alors, je crois qu'on connaît déjà deux des co-membres de ce groupe D. Bonsoir Fanny Lechevestrier, vous suivez le tirage pour nous. Bonne pioche, mauvaise pioche pour le moment? Très bonne pioche, on va pas s'en cacher pour l'équipe de France dans ce mondial pour ce premier tour. La France s'en tire bien dans le groupe D comme Didier Deschamps. C'est peut-être un signe, les Bleus retrouveront le Danemark comme en 1998, comme en 2002 ou en 2018, un classique donc de la Coupe du Monde. Les deux équipes pourront se mesurer même dans un premier test en juin prochain lors de la Ligue des Nations. Deuxième adversaire, la Tunisie qui s'est péniblement qualifiée pour le mondial récemment, il y a quelques jours, à l'issue d'un match de barrage face au Mali. Et puis le troisième adversaire est encore en attente, ce sera soit l'Australie, soit le Pérou qui figure dans le dernier chapeau du tirage au sort. Attention en revanche, si on se projette sur les potentiels huitièmes de finale, là ça se corse un petit peu pour les hommes de Didier Deschamps. La France jouera forcément contre une équipe du groupe C dans lequel figure l'Argentine de Lionel Messi et la Pologne de Lewandowski. Ça promet des beaux huitièmes. Merci Fanny Lechevestrier. Donc on retient qu'on est dans le groupe D, que la Coupe du Monde de football, c'est dans 233 jours coup d'envoi le 21 novembre. Un mot de culture à présent. Le comédien et metteur en scène Robin Renucci va prendre la succession de Macha Makeyev au Théâtre de la Criée de Marseille. Il rentre en fonction cet été. Et puis c'est le choix culturel de ce vendredi. Elle s'appelait Joëlle Aubron, surnommée la fille de Deauville par les enquêteurs qui traquaient les terroristes d'Action Directe. Ce groupuscule d'extrême gauche, responsable de dizaines d'attentats dans les années 80. Le plus marquant, bien sûr, c'est l'assassinat du PDG de Renault, Georges Besse, en 1986. Et La fille de Deauville, c'est le titre du roman de Vanessa Schneider qui nous replonge dans ces années sombres sur les pas d'une des femmes de la bande, Joëlle Aubron, libérée en 2004 pour raison médicale et morte en 2006. Et c'est le choix culturel de ce vendredi. Iliana Mour-Youssef. C'est un roman où les faits sont vrais. Comme journaliste au Monde, Vanessa Schneider avait déjà travaillé sur Action Directe. Mais cette histoire de violence, elle voulait l'explorer autrement. La fille de Deauville raconte l'histoire d'une traque entre un policier et un groupuscule terroriste, et en particulier un de ses membres, qui était Joëlle Aubron, qui a réellement existé. Ce groupe terroriste, c'était Action Directe. Action Directe, responsable de dizaines d'attentats dans les années 80. Le plus marquant, l'assassinat du patron de Renault, Georges Besse. De cette bande qui prétendait faire la révolution, une fille a retenu l'attention de Vanessa Schneider. C'était la plus jeune. Elle était très très jeune quand elle s'est engagée dans les rangs d'Action Directe, et quand elle est partie dans cette dérive sanglante, elle n'avait pas le même parcours que les autres. Joëlle Aubron était une fille de bonne famille qui n'a jamais manqué de rien. Et enfin, Joëlle Aubron, c'est elle qui tue. La fille de Deauville est le récit d'une traque. C'est aussi le récit d'une vie de clandestinité, toujours sur le qui-vive. Ils sont obligés de se méfier de tout le monde, de couper les ponts avec leurs amis, avec leur famille. Et je voulais raconter aussi ces interactions au sein d'un groupe où on est censé œuvrer pour le collectif, et où en fait évidemment il y a des individualités qui se frottent, qui se séduisent, qui se jalousent parce qu'ils sont en vase clos en fait. Un livre tout en tension, violence, colère, désir, jusqu'à la chute finale. La fille de Deauville de Vanessa Schneider, publiée aux éditions Grasset. L'auteur sera ce week-end à Lyon au festival Quai du Polar avec 130 écrivains venus de 20 pays. Et merci à l'équipe qui a réalisé les journaux cette semaine, Sofiane Aktib, Djenab Sangar, Michel Béziquian et Céline Guérébi. Merci beaucoup Corinne Audouin pour ce journal. On va prendre des nouvelles du temps, couvrez-vous bien. La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs. Bonsoir Sébastien Léas. De la neige au programme sur les hauteurs et sur l'est.
Oui, les conditions vont rester hivernales jusqu'à demain entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et le Nord-Est. Ce sont surtout les hauteurs qui auront de la neige en quantité, alors qu'en plaine, on attend essentiellement de la pluie et de la neige mêlée. Au fil de la journée, les chutes de neige vont quand même faiblir. On trouvera plus d'éclaircies en allant vers l'ouest. Le soleil sera bien généreux d'ailleurs demain matin entre le bassin aquitain et le nord de la Seine. En revanche, prévoyez des averses entre la Bretagne, la Normandie et le Boulonnais. Autour de la Méditerranée, les nuages seront prédominants. Les averses sont régulières en Corse et donneront de la neige à basse altitude. Et ces averses déborderont vers les Alpes-Maritimes. On rappelle que 19 départements restent placés en vigilance orange à la neige. Attention aussi au vent fort sur le sud du pays et aux gelées assez nombreuses sur un large quart nord-est. Les maximales, elles resteront sous les valeurs de saison de 2 à 12 degrés en général jusqu'à 14 degrés sur la Côte d'Azur. Un petit mot pour dimanche ? Eh bien, le temps va rester instable sur la Corse et des Alpes du Sud à la Côte d'Azur avec des averses localement orageuses. Sur le reste du pays, l'accalmie qui s'amorcera demain après-midi va se poursuivre. Le vent va d'ailleurs bien s'essouffler, notamment sur les Pyrénées et autour de la Méditerranée. Les éclaircies seront généralement bien timides. Quelques averses pourront encore se produire sur les Pyrénées, les Alpes, le Massif central et le Nord-Ouest, mais resteront plutôt faibles. Le soleil fera quand même de belles apparitions au nord de la Seine, jusqu'au Pays de la Loire et des côtes aquitaines à l'Aude et aux Pyrénées-Orientales. Et puis attention, la nuit de samedi à dimanche s'annonce froide. Les températures minimales vont encore baisser. Les gelées devront presque généralisées. Bien avril ne te découvre pas d'un fil. C'est plus vrai que jamais. Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France. Demain sur France Inter, le PDG du groupe Accor dans On n'arrête pas l'écho. Samedi 9h, Alexandra Benson. C'est le patron du plus grand groupe hôtelier européen. Covid, inflation, guerre, voient-ils les touristes revenir? Que décideront les Français pour leurs prochaines vacances? Et que se passe-t-il pour ces hôtels en Russie? Sébastien Bazin est l'invité du Mageco. On n'arrête pas l'écho. L'actualité et les coulisses de l'économie. Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h. Avec la Carac, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. France Inter aime. Le 46e printemps de bourse Crédit Mutuel. Cédric Guillot et Nathalie Yanetta. Allez, Nathalie, honneur à vous. Le groupe A, le pays hôte, le Qatar. Qui rencontrera pour son premier match, le match d'ouverture, l'Équateur, puis le Sénégal et les Pays-Bas. Avec un sacré duel entre les Pays-Bas et le... Et donc, ce sont 20 années qui sont cruciales dans l'histoire du XXe siècle, puisqu'elles sont marquées par une modernité qui s'accélère, avec une uniformisation du monde, un développement des transports, mais également par la Première Guerre mondiale, et l'espoir qui naît suite à ce conflit avec la Société des Nations et de grands idéaux pacifistes. Donc le musée vient de rouvrir, et ce n'est pas seulement un musée, c'est un musée et un jardin. À quoi il correspond ce jardin de la maison Albercan? Alors, le jardin que Albercan a constitué en s'installant ici à Boulogne-sur-Seine à l'époque est très particulier, puisque c'est un jardin à scène paysagère, donc, qui est multiforme, avec un jardin à la française, à l'anglaise, un jardin japonais, et une forêt vosgienne qui est constituée qui sont directement transportés par train et qui symbolisent l'enfance et les origines du quartier. Alors, c'est une nouveauté, il y a une architecture qui peut rappeler le Japon. Le Japon était vraiment amoureux à Albercan. On a trouvé également dans les essences des arbres qui sont plantés dans le jardin. Mais c'est un musée très ouvert. On a l'impression que le jardin peut être un musée et que est également. Oui, c'est ça, en fait, c'est un musée qui déjà joue beaucoup sur le contraste avec une façade extérieure sur la ville qui se veut faire. Bénédicte Chéron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, maître de conférence à l'ICP, spécialiste de communication militaire et plus largement des relations entre l'armée et la société. À distance, nous avons aussi Bruno Maestracci. Bonsoir. Bonsoir. Contrôleur général de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis Fred Courant de l'émission C'est pas sorcier. Bonsoir Fred Courant. Bonsoir. Vous avez présidé une mission sur la transparence, l'information et la participation de tous à la gestion des risques majeurs, technologiques ou naturels. Alors, surtout n'hésitez pas à appeler nos invités si vous avez des questions, notamment si vous êtes réserviste ou secouriste. N'hésitez pas à appeler le standard de France Inter. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Appelez le standard de France Inter, c'est ce qu'a fait Olivier qui est à Paris. Il est en ligne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, je vous remercie de prendre mon appel. Je voulais profiter de votre émission pour poser quelques questions. En fait, chacun d'entre nous sait qu'il est situé à environ 85 km en moyenne d'une centrale nucléaire, parce qu'on est dans le pays le plus nucléarisé du monde sur le civil. Et on voit aussi, avec la guerre en Ukraine, le potentiel de menace si des centrales nucléaires civiles étaient militairement attaquées. Mais finalement, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois autour de moi, que peu de gens savent quoi faire en cas d'accident grave nucléaire. Parce que finalement, il y a une faible diffusion d'informations sur le sujet. C'est-à-dire que si par exemple les sirènes ou les radios annonçaient là dans les 5 minutes un accident grave nucléaire, je pense qu'on se sentirait tous démunis en mode panique. Et j'ai cherché sur Internet et je trouve qu'il est difficile d'accéder à ce type d'informations sur quoi faire en cas d'accident grave. Et en revanche, j'ai trouvé sur le site de la SN un fascicule de la CODIPRA. La CODIPRA, c'est le comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire. Et donc dans ce fascicule, il explique quoi faire après l'accident nucléaire. C'est-à-dire vraiment après, c'est passé, il y a eu la catastrophe et on relance la société. Et moi je vous assure que ça m'a laissé pantois ce fascicule, parce qu'on y voit tout au long des images, on dirait oui au pays du bonheur. Et moi quand je vois ça, quand je vois le manque d'informations sur quoi faire quand la sirène elle sonne, et quand je vois ce fascicule, je vous assure que ça me fait assez froid dans le dos. Donc j'aimerais savoir finalement qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident nucléaire. Merci Olivier pour cet appel à France Inter. Si vous me le permettez Olivier, je voudrais qu'on élargisse un petit peu votre question, parce qu'on a fait un téléphone sonne spécifique sur le risque nucléaire il y a 3 semaines, et ce soir on élargit le sujet. Donc on va évidemment vous répondre, mais on va se dire qu'il n'y a pas que des accidents nucléaires, il peut y avoir d'autres catastrophes, et je pense que les réponses seraient peut-être analogues. En tout cas, nos invités vont y répondre. Peut-être Philippe Dacosta, le président de la Croix-Rouge française, quand vous entendez ce que vous dit Olivier. J'ai envie, au-delà de la question du risque nucléaire, 80% des Français considèrent qu'ils ne sont pas ou mal préparés aux crises et aux catastrophes. Et la question qui vient derrière, c'est la question de l'anticipation, c'est la question de la culture du risque et de la culture de la prévention. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où la prévention, la culture du risque est insuffisamment portée au débat. Et je crois que la première des questions, c'est comment construire une société mieux préparée, et comment, à Olivier, comme à l'ensemble de nos concitoyens et de nos auditeurs, donner la capacité d'avoir prise sur les événements. Et donc c'est la question de favoriser l'émergence d'une société plus engagée, dans laquelle le citoyen est mis en responsabilité et lui-même a les clés des réponses qu'il doit apporter à des situations de crise. Risque nucléaire, risque de catastrophe naturelle. Il y a quelques principes de base sur lesquels on va avoir l'occasion de revenir au cours de l'émission, qui vont permettre de faire face à un univers de crise. Or, pour redonner une perspective, nous avons assisté au cours des dernières années, au cours des 20 dernières années, sur l'effet des changements climatiques, à une explosion de catastrophes naturelles qui ne va pas en réduction, mais au contraire en amplification. Et toute la question, au-delà de ce que nous avons vécu sur les questions de catastrophes naturelles, c'est que la crise sanitaire que nous vivons actuellement, comme ce qui se passe actuellement dans un conflit mondial, amène aujourd'hui des questionnements qui n'étaient pas sur la table et qui n'étaient pas dans le débat public. Et là, il y a un vrai enjeu de préparation des populations à prendre prise sur les événements. Bénédicte Chéron, vous qui vous occupez plus précisément des questions militaires, ce sont des questions légitimes qu'il faut se poser? En fait, ce sont des questions très légitimes, et ce sont des questions qui étaient tout à fait dans le débat public dans les années encore 70 et 80, parce qu'il y avait encore une guerre froide, et parce qu'il existait encore ce qu'on appelait la défense civile. Alors, avec plein de trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment des défauts d'information, ce n'était pas parfait, etc. Mais par la question de la défense civile, en fait, on abordait énormément de questions qui touchent précisément à la manière dont des populations peuvent réagir si survient ces imprévus brutales qu'on a tous englobés désormais dans le mot de crise, parce qu'on ne sait plus très bien comment les différencier les uns des autres, alors que peut-être justement il faudrait les différencier. Et c'est vrai qu'il y a eu après un vide en fait dans notre société, parce que la guerre froide s'est arrêtée, parce qu'on est passé dans un monde où on a eu un grand espoir aussi de construction d'une paix sur le modèle de la démocratie libérale. On a
un peu cru que le tragique s'était éloigné de nos frontières. Et ces questions sont sorties complètement du champ du débat public et elles reviennent effectivement par des biais qui sont très diverses. Et je pense que c'est important justement de bien sérier les problèmes parce qu'on se rend compte que les Britanniques sont beaucoup plus avancés que nous sur des travaux sur ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire comment une société absorbe des chocs, tient et puis repart sur d'autres bases ou sur des bases similaires. Et en fait, ils ont montré que les populations, en cas d'imprévu brutal, en fait, ne réagissent pas contrairement à ce qu'on pense par la panique. Les populations ont des réactions qui sont globalement assez rationnelles, mais rationnelles au regard d'un niveau d'information et d'anticipation qui préexiste à ces crises. Et donc, en fait, effectivement, s'il n'y a pas cette information, alors dans un équilibre subtil à trouver entre une explication, un pari d'intelligence collective et le fait de ne pas chercher à faire peur, parce qu'on sait aussi que la politique est ce qu'elle est et que les politiques parfois ont intérêt à faire peur. Et en fait, gouverner par la peur, c'est pas non plus ce qui permet de préparer des populations. Donc il y a un équilibre subtil à trouver sur la question du nucléaire, mais sur toutes les questions, y compris donc sur ces questions de conflictualité armée qui étaient un petit peu sorties du champ de nos perceptions collectives. Effectivement, depuis plusieurs années. Bruno Maestracci, vous qui êtes contrôleur général de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, président du SDIS, service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, je voudrais que vous réagissiez à ce que nous disait Olivier tout à l'heure, notre auditeur qui nous a appelé, qui parlait du risque nucléaire et qui disait la sirène se mettrait à sonner, on ne saurait même pas ce qu'il faut faire. On va en profiter d'ailleurs pour lui répondre à Olivier, parce que vous avez pas très loin de chez vous, de la Seine-et-Marne, vous avez une centrale nucléaire, Nogent-sur-Seine, qui est dans l'Aube. Ce sont des questions auxquelles vous êtes amené à répondre. Alors non seulement répondre, mais se préparer. Là, on a une question où on sent que votre auditeur éprouve une certaine peur ou une angoisse face à que dois-je faire. Alors, il faut qu'il continue à écouter France Inter, parce que toujours écouter France Inter. Toujours écouter France Inter, parce qu'il y a une crise, on va servir de tous les moyens. Quand je dis on, c'est le gouvernement français, et je vous explique un petit peu très rapidement les différentes phases. Le premier point, on va prendre s'il devait survenir quelque chose à la centrale à côté de la Seine-et-Marne. C'est le préfet du département qui va prendre la direction des opérations de secours. En fonction de ce qu'on va détecter, puisque les sapeurs-pompiers, on a plus de 500 unités sur tout le territoire national qui sont dotées d'éléments de mesure qui sont donc très réactifs, très rapides. Ça se déclenche aussi facilement qu'on déclenche un camion d'incendie ou une ambulance. On va prendre des mesures, on va étudier et évaluer les risques pour les populations. Le préfet du département, comme vous le savez, pourra agir pour qu'éventuellement les populations, si c'est nécessaire en fonction de la fuite radioactive, du produit radioactif, de la contamination, demander aux personnes qui sont dans la proximité de la centrale de prendre des pastilles d'Ologue. Si c'est plus important, ça va être géré au niveau de l'état-major de zone qui prend plusieurs départements sous son aisselle. Et puis ensuite, ça sera au niveau du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Mais en dehors de ça, évidemment, EDF va activer ses salles de crise. Évidemment, l'IRSN, dont votre monsieur a parlé, va être aussi avec une salle de crise. Et tous ces gens-là, ils vont échanger énormément d'informations. Météo France va nous donner l'échelle des vents et on va faire des scénarios d'anticipation. Mais ce sont des exercices que nous faisons régulièrement. Et moi, je trouve que c'est formidable qu'on ait des choses qui soient déjà accessibles en ligne. Et vous avez dit qu'il allait chercher quelque chose, qu'il allait trouver quelque chose au niveau du site de la IRSN. C'est bien de cela dont on parle. C'est que cette transparence de l'information, en temps de crise, il est important de jamais mentir, de toujours dire ce qui se passe. Parce que sinon, effectivement, on ajoute de la peur à la peur et de la panique, et c'est totalement contre-productif. Tout ce qu'on a pu vivre, on se rend compte que chaque fois qu'il y a un mensonge, ça va être su à plus ou moins longue échéance, et donc c'est pas une bonne stratégie de toute façon. En tout cas, c'est donc, toujours... rassurons-le. Voilà, et puis de toute façon, c'est important effectivement d'en parler comme nous le faisons ce soir. Fred Courant, vous avez présidé une mission qui avait été demandée par Barbara Pompili, une mission sur la transparence, l'information et la participation de tous à la gestion des risques majeurs technologiques ou naturels. Le rapport a été rendu en juillet dernier, et si j'ai bien lu, la principale conclusion, c'est qu'il faut impliquer la population en amont. Il faut une meilleure information, une sensibilisation aux risques. C'est un petit peu le but, oui. C'est de faire en sorte aujourd'hui que chacun devienne, mais c'est un peu ce qui a été dit aussi avant moi, c'est que chacun devienne acteur de sa propre sécurité. Donc c'est dans ce sens-là où on a essayé de travailler pour faire 12 propositions qui soient extrêmement concrètes,
j'allais dire facile à mettre en œuvre, pas forcément facile, mais pas trop compliqué quand même à mettre en œuvre. Mais pour en revenir quand même à la question d'Olivier, votre auditeur, il y a une chose qui est intéressante, c'est aussi l'implication de chaque citoyen. Par rapport au risque nucléaire, il y a 2 ans, le territoire autour d'une centrale nucléaire, le périmètre de risque est passé de 10 km à 20 km. Pour les personnes habitant entre ces 10 et 20 km, on a bien entendu lancé des campagnes pour leur demander d'aller chercher ces fameux comprimés d'iode qui sont indispensables à avoir sur soi, chez soi du moins, en cas d'accident nucléaire. Figurez-vous qu'il y a 1 personne sur 4 qui est allé chercher ces comprimés d'iode. Alors, c'est pas la responsabilité des citoyens, ça vient probablement d'un petit défaut quelque part d'information, de fonctionnement, etc. Et je pense quand même qu'il y a d'un côté des experts qui font extrêmement bien leur travail, des professionnels qui font très bien leur travail, et de l'autre côté, des citoyens qui doivent écouter un petit peu ce qu'on leur dit, mais qui ne savent pas toujours et qui ont raison, j'allais dire entre guillemets, d'avoir des doutes parfois parce que il faudrait faire la connexion entre les deux, quoi, c'est ça? Il faut absolument faire la connexion entre les deux, parce que quand vous entendez une sirène, justement, est-ce que vous savez, si vous habitez à côté d'une usine classée Céveso, s'il faut rester chez vous ou sortir? Est-ce qu'il faut aller très loin ou vous enfermer? À l'inverse, quand c'est un risque naturel qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, dans le cas des risques naturels, des inondations en particulier, d'éviter d'aller chercher les enfants à l'école. Non pas d'éviter, d'ailleurs, de ne pas aller chercher les enfants à l'école. Le réflexe naturel, j'allais dire, on peut mieux le comprendre des parents, c'est de courir chercher leurs enfants à l'école. Donc, il y a des problèmes de comportement de citoyens, mais il faut se poser la question au fond, c'est comment on apporte cette information? Est-ce qu'elle n'est pas trop troublée? Est-ce qu'elle n'est pas trop contradictoire par moment? C'est un petit peu ça qui se pose. Et il faut impliquer davantage les citoyens, c'est sûr. Voilà, comment on informe les gens. Je rajoute cette remarque de Majid, qui est réserviste au service de santé des armées. Il se dit étonné de ne pas être plus sollicité pour faire de la propagande de prévention. On va essayer de répondre à tout ça. Vous avez tous beaucoup de choses à dire, mais je voudrais qu'on repasse par le standard. C'est Jean-Claude qui est dans le Rhône qui nous appelle. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Nous sommes le 1er avril 2022. Je voulais poser une question. Je me suis renseigné il y a quelque temps sur le fait tout à fait lié à ça, de faire un stage de secourisme. Et alors j'ai été assez surpris de voir qu'on tombait sur que ça avait un coût qui nous était facturé comme si c'était un loisir, entre 60 et 100 euros. Et déjà que les gens font pas forcément spontanément la démarche, je trouve ça parfaitement aberrant dans la période. Et en rebondissant sur ce que vous avez dit, je trouve qu'on voit quand même ce conflit ukrainien, il faut qu'on en tire tous les enseignements, et on voit qu'il y a une chose qui a reposé essentiellement sur la capacité d'initiative des populations. Alors, il y a le secourisme, il y a la défense citoyenne, la défense territoriale qui a joué un grand rôle aussi. Et là aussi, pour moi, c'est éveiller des souvenirs, puisque à l'époque, il existait un service militaire, et on voit des jeunes Ukrainiens de 18 ans mobilisés. J'avais fait mon service dans un régiment de DOT, défense opérationnelle du territoire. Vous voyez, c'était un peu la défense territoriale, déjà à la mode française, quoi. Voilà, tout ça, ça paraît tomber dans l'oubli, mais peut-être que maintenant, il faut qu'on réapprenne. Et dernière chose, puisqu'on entendait les pompiers là, prévenir les gens, on entend souvent évoquer les mobiles. Et il faut se rappeler qu'un des enseignements de la catastrophe d'AZF, c'est quand ça pète quelque part, il n'y a plus de mobile parce que tout le monde téléphone. Donc il faut garder ses téléphones filaires, des radios à pile voire à manivelle, et etc. Ça paraît désuet aujourd'hui de dire ça, mais j'espère qu'on n'aura pas besoin. Voilà. Merci Jean-Claude, il y a plein de choses dans votre question. On va commencer par le secourisme. Il y a beaucoup de questions sur l'application France Inter aussi. Il y a notamment quelqu'un qui nous dit: je voudrais prendre un cours de secourisme en utilisant mon budget formation CPF, et c'est pas possible. Alors, Philippe Dacosta, vous qui êtes à la Croix-Rouge, où il y a des stages de secourisme, si je ne m'abuse, dites-nous un peu ce que ça coûte et comment on procède. Je crois que Jean-Claude l'a dit,
c'est un coût qui est le coût de l'organisateur, qui est aux alentours de 60 €. Il y a des dispositifs qui permettent des prises en charge de ces formations, y compris par les collectivités territoriales, y compris par notre propre institution qui déploie et qui promeut ces gestes qui sauvent. Mais je veux revenir sur le fait qu'aujourd'hui en France, 20% seulement des Français apprennent les gestes qui sauvent. Dans d'autres pays, en Finlande ou ailleurs, c'est près de 80% de la population. Et donc dans les propositions que vous évoquiez tout à l'heure de la Croix-Rouge française, il y a vraiment ce changement de paradigme. C'est-à-dire comment garantir un accès à la formation aux gestes qui sauvent et aux comportements qui sauvent les vies. C'est-à-dire que traditionnellement, on a parlé des gestes qui sauvent, mais il y a aussi la question du comportement. Comment on change les comportements. Et c'est là où la question du coût, et certes, c'est un investissement, et les solutions de financement existent. Et d'autre part, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi tout un ensemble d'actions de promotion des gestes qui sauvent. Nous avons fait, par exemple, à Nîmes, sur le centre de Nîmes, une opération de promotion des gestes qui sauvent vis-à-vis de la population. Donc beaucoup d'initiatives permettent d'apprendre les gestes qui sauvent, notamment la Journée mondiale des premiers secours. La Croix-Rouge française fait toute une promotion des gestes qui sauvent auprès de la population. Alors il y avait bien d'autres choses dans la question de Jean-Claude, mais je voudrais qu'on termine sur les gestes qui sauvent avec Bruno Maestracci, parce que bien évidemment les pompiers s'occupent de ça aussi, Bruno Maestracci. Il ne faut pas hésiter à aller les voir pour se former. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Mais vous savez, les pompiers eux aussi évoluent, comme tout organisme. Quand j'ai commencé de faire du secourisme, vous avez raison monsieur, c'était gratuit. Aujourd'hui, pourquoi c'est plus gratuit? Eh bien parce que tout simplement, les techniques et les obligations, les normes, les décrets, font que pour vous donner un enseignement de qualité, il y a des obligations de recyclage et il y a des formations qui sont très longues pour devenir moniteur, parce qu'on veut absolument enseigner les bons gestes. Et tout ça, effectivement, aujourd'hui, c'est un coût. C'était peut-être un peu moins, je dirais, performant avant, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de dire, je suis un citoyen, je vois un citoyen qui... Lily a décidé, avec sa maman, Nika, sa petite sœur, Séphia, et bien sûr son papa, resté au pays, d'essayer de reprendre une vie normale. Nous savions que nous allions rentrer un jour, et ce jour est arrivé. Je sais que c'est dangereux. Notre ville n'est pas loin de Mariupol, et les Russes tuent des gens. Mais mon pays et mon père, qui est à Zaporizhzhia, me manquent. Les Ukrainiens veulent vraiment revenir. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose. Certains venaient par exemple de Kharkiv, ils ont perdu leur maison. Et pourtant, ils disaient vouloir rentrer. Les arrivées en garde Lviv, en provenance de l'Est, sont toujours plus nombreuses que les départs, mais depuis maintenant plusieurs jours, les trains du retour ne circulent plus à vide. Reportage à Lviv des envoyés spéciaux de France Info, Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teillard. Et tout ce qu'il faut retenir en ce début de soirée, c'est sur le fil info, Olivia Ferrandi. Loïc Capriol, mis en examen et incarcéré ce soir à Paris, figure de l'ultra-droite. Cet homme est le principal suspect après l'assassinat de l'ancien rugbyman Federico Martin à Ramburu. Une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires ce soir dans l'affaire des pizzas contaminées par une bactérie. 2 enfants sont morts ces dernières semaines. 19 départements restent placés en alerte orange. Ce soir, de nouvelles chutes de neige annoncées dans le centre et le sud du pays. Alerte levée en revanche pour la Normandie, la Bretagne et les Hauts-de-France. Une nouvelle tentative aura lieu demain, samedi, mais pour l'heure, la Croix-Rouge internationale n'a pas réussi à atteindre Mariupol pour procéder à l'évacuation des civils dans cette grande ville de l'Est de l'Ukraine. Les conditions de sécurité ne sont pas garanties malgré la promesse russe de l'ouverture d'un couloir humanitaire. Après 5 semaines de guerre, l'UNESCO a par ailleurs recensé une 50aine de sites partiellement ou totalement détruits en Ukraine, dont des musées et des églises. Le sport, l'équipe de France de football se retrouve dans le groupe D avec le Danemark, la Tunisie et une équipe qui n'est pas encore qualifiée, un barragiste. Ainsi, on a décidé le tirage au sort pour le Mondial 2022 au Qatar qui se jouera l'hiver prochain. Retenir également l'Allemagne, l'Espagne dans le groupe E, l'Iran et les États-Unis face à face dans le groupe B. France Info, l'info juste. Et France Info vous le confirme, ce soir, une enquête est ouverte depuis le 22 mars dernier par le parquet de Paris après la détection de cas de contamination par la bactérie Escherichia coli dans des pizzas Fresh Up de la marque Buitoni. Selon Santé publique France, plus de 70 enfants auraient été contaminés depuis le début de l'année. Il y a aussi Manoé, 7 ans, hospitalisé début février et placé ensuite pendant 12 jours en réanimation. Sa maman, Ophélie, nous a donné de ses nouvelles ce soir.
Eh ben, écoutez, pour Nous sommes à Bailleul-les-Brailles. Je ne dirais pas qu'il va Comme bien. ça. Je me sens de dire en fait à tout le monde. On sait qu'aujourd'hui il va mieux. On ne sait pas de quoi demain sera fait. En fait, on est toujours dans l'incertitude au niveau des reins. Et il est à la maison, il est avec nous. On essaie de reprendre un quotidien à peu près normal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, et ça fait du bien de vous entendre sourire. C'est début février que votre fils a été contaminé. Racontez-nous ce qui s'est passé. Il a commencé à avoir des fortes diarrhées dans la nuit du mardi au mercredi. Donc j'ai soupçonné une gastro en fait jusqu'au mercredi matin. Il s'est tordu de douleur en faire des malaises. Déjà, je veux dire, mon mari, c'est impossible. C'est pas une simple gastro. Il faut qu'on l'emmène consulter. Donc on l'emmène d'urgence. Suspicion d'appendice, finalement c'est pas ça. Ils nous ont dit donc qu'il fallait le en chambre, le perfuser, faire mon observation. Et en fait, à partir de là, il s'est enchaîné, on a commencé à avoir des diarrhées pendant. Des prélèvements de sel, où ils ont détecté du coup la fameuse bactérie E. coli. Et de là, en fait, il a enchaîné, il a plus uriné. Et du CHU d'Angers, il a été en fait, par le SAMU, le CHU de Nantes, où il est arrivé en fait en réanimation. Avec plus de 10 jours de dialyse continue, ça fait presque au total un mois d'hôpital, de soins. Vous l'avez vécu comme un calvaire. Ben, c'est innommable, c'est au-delà du calvaire. On vit heure par heure. Bailleul. L'équipe soignante ne sait pas nous répondre parce que eux-mêmes, en fait, ne savent pas de quoi demain sera fait et on vit effectivement heure par heure. Vous avez on vous entend aujourd'hui avec un peu de soulagement, on vous a entendu sourire et en même temps on sent qu'il y a encore beaucoup d'inquiétude, il y a de la colère aussi chez vous. Bah, de la colère dans le sens où on sent que c'est surtout beaucoup d'incompréhension en fait. Aujourd'hui je me dis, je ne sais pas comment on peut expliquer à un enfant de 7 ans que manger c'est vital. Because of one caress, the world was... Élu dans une petite commune de 130 habitants, là en Creuse, actuellement on nous a demandé de faire un document sur les risques majeurs pour que toute commune peut éventuellement avoir, alors soit inondation, soit tempête, soit tout cataclysme. Et on nous demande d'être extrêmement précis en disant qui va être responsable en cas de tempête, qui va être responsable en cas d'inondation, quel numéro de téléphone peut-on appeler en premier, etc. Je trouve ce document extrêmement lourd à remplir et je me demande surtout s'il est vraiment utile. Bailleul, les gens d'Ornaille, comme ça. J'ai quand même en exemple la tempête de 99 où il y a eu quand même des très très gros dégâts, toutes les routes coupées, des arbres abattus partout, plus d'électricité pour tout le monde. Et en fait, je crois que l'instinct de survie de l'humain, sa capacité à devenir à quitter son égoïsme qu'on a tous, et tout d'un coup à devenir sauveur et aideur, ça devient instantané dans des situations un peu dramatiques. Les agriculteurs ont sorti leurs remorques, ont emmené tous les congélateurs à 20 km pour pas que les gens perdent leur nourriture. Ceux qui avaient des couvertures ont donné des couvertures pour ceux qui, dans la maison, étaient un peu abîmés. Enfin, je pense qu'on a déjà, je veux croire. Il y a de bons réflexes, mais il faut peut-être une organisation, c'est ça aussi. Hein. Véronique, si je peux me permettre, je vais vous presser un petit peu parce que pour qu'on puisse vous répondre sur cet aspect des choses, Philippe Dacosta, je rebondis sur un élément que vous avez souligné dans votre document dans lequel vous faites cette proposition pour se préparer face au risque. Vous soulignez à propos des lourdeurs qui peuvent exister dans notre pays que lors de la crise du Covid, vos 9000 secouristes à la Croix-Rouge ont dû attendre 6 mois avant d'être autorisés à vacciner le grand public. Oui. Là, on se dit qu'effectivement, il y a peut-être un boulot à faire. Mais oui, en termes de mobilisation des forces disponibles, c'est pour ça que dans les propositions que nous faisons, il y a 2 propositions sur lesquelles je voudrais insister tout particulièrement, et ça rejoint ce que vient de dire Véronique, ce pragmatisme, ce
ce bon sens qui caractérise le citoyen. On l'a dit depuis le début de l'émission, la responsabilité des citoyens est majeure. Mais ça commence déjà aussi par l'engagement, c'est-à-dire la façon dont les parcours de nos jeunes, dans les collèges, dans les lycées, on reconnaît l'engagement des jeunes dans un parcours associatif ou dans le fait de porter attention à l'autre. C'est des gestes qui sont des gestes comportementaux, mais qui vont faire la différence et qui vont ensuite l'amener dans des situations de crise à se comporter différemment. Puis deuxième autre regard que nous portons, c'est l'idée que la mise en place, par exemple, d'une journée d'exercice ou de préparation au risque sur l'ensemble du territoire national est une manière d'anticiper avant l'événement. Parce que ce que dit Véronique est très juste, c'est-à-dire qu'en situation de crise, il y a certes toute la préparation des plans de catastrophe qui sont préparés avec les bons noms, les bons contacts, mais c'est une vraie culture d'engagement, de préparation qu'il faut avoir mis en œuvre avant. Et lorsqu'on fait des exercices avec nos secouristes, on crée les conditions d'être à ce moment-là en capacité d'intervenir, ce que font également les pompiers ou ce que fait l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Être prêt à intervenir au cas où. Fred Courant, c'est aussi ce que vous suggérez dans votre rapport sur la mission que vous avez présidée. En tout cas, mettre en place, je lis ça, un événement national annuel mobilisateur. Oui, ça c'est la première chose pour essayer de fédérer un petit peu au niveau du pays toutes les associations, tous les organismes qui travaillent chacun de leur côté d'ailleurs, mais peut-être pas assez ensemble pour pouvoir sensibiliser l'ensemble de la population. Mais moi, il y a une question qui m'intéresse, c'est l'intervention de Véronique, qui est élue de la Creuse, et je comprends très très bien en tant qu'élu que ce soit compliqué de répondre à toutes les obligations réglementaires. Et Dieu sait si dans ce domaine, il en existe des textes réglementaires. En revanche, nous, ce qu'on a pu constater, parce qu'on a auditionné une 60aine de personnes, dont beaucoup d'élus locaux, il y a un texte, ça s'appelle le DICRIM. Alors c'est un domaine, il y a des acronymes dans tous les sens. Personne n'y comprend rien déjà, mais ce texte, il est quand même fondamental parce que c'est le texte qui permet aux maires ou aux élus de prévenir leur population qu'elles sont dans une zone à risque, quel qu'il soit. En France métropolitaine en particulier, c'est principalement les inondations. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y avait des obligations réglementaires qui pesaient sur les épaules des élus. Malheureusement, les élus ou n'ont pas des équipes assez importantes pour pouvoir rédiger ces textes, ou alors, on part dans des rédactions de textes que vous retrouvez sur les sites des communes qui vont faire 40 pages dans un jargon absolument illisible, alors qu'il y a des modèles qui ont été faits dans certaines communes, en particulier des communes qui ont malheureusement été victimes déjà de catastrophes naturelles, mais ces textes-là sont fondamentaux, c'est le point de départ pour qu'une population se dise « Ah oui, j'habite bien dans une zone à risque, et en plus, moi, je peux avoir les pieds dans l'eau à tel moment si le niveau monte de telle ou telle façon. » Donc il faut informer, il faut simplifier. Voilà. Oui. Mais par contre, en disant ça, et surtout la mission, on ne jette surtout pas la pierre aux élus parce que c'est un boulot qui est fondamental, mais on a constaté qu'ils ont un rôle essentiel auprès des populations. C'est eux qui ont la confiance des populations, c'est eux qui sont en proximité et ils doivent faire ce travail, donc on doit les aider, donc on doit développer des kits pédagogiques pour les aider, ils doivent être formés, etc. Mais il y a un rôle fondamental, là c'est le point de départ, avec la formation des enfants en classe. Merci beaucoup Fred Courant. Je voudrais pas qu'on oublie en cours de route la dernière question que vous avez posée Jean-Claude tout à l'heure à propos des applications et des téléphones, des bons vieux téléphones filaires. Je pose cette question parce que, allez, Bruno Maestracci, je vais vous la poser à vous, parce que je crois savoir qu'on doit avoir prochainement une application qui va nous permettre d'être alertés en cas de danger. Parce qu'on se dit, effectivement, on peut imaginer que les portables ne fonctionnent plus, mais globalement, les portables devraient quand même servir aussi avant tout à ça, non? Les portables, je vais répéter, comme France Inter et comme les radios et tout le service public, qui soient radiophoniques ou en vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, on peut faire tous les scénarios de catastrophe qu'on veut. On peut dire que s'il y a une bombe qui fait ce qu'on appelle une IEM, une impulsion électromagnétique, de toute façon, on peut avoir le téléphone que vous voulez, même militarisé pas trop fort, on n'aura plus de communication. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est là l'importance de se préparer. Moi, je veux bien comprendre que c'est vrai, c'est parfois difficile, mais je peux conseiller
et elle s'est dit de la cause, qu'elle se rapproche de la cellule de la préfecture ou des sapeurs-pompiers du 15. Et ils trouveront à l'aider sans aucun problème. Maintenant, il faut surtout adhérer et prendre en charge. Donc, si vous voulez que les citoyens adhèrent, il faut que les élus adhèrent aussi. Parce qu'en fait, c'est trop tard, cette catastrophe est là. Donc, par rapport au téléphone, bien sûr, les téléphones, normalement, fonctionnent. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé il y a quelques mois en Allemagne, où ils avaient bâti toute une résilience de réseaux de télécommunications, il y a quelque chose qu'ils n'avaient quand même pas anticipé. À propos des grandes inondations, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Vous dites l'Allemagne, c'est les inondations qu'il y a eu, c'est ça? Oui, absolument. Ce qui s'est passé, c'est simplement que tous les pylônes ont été arrachés. Donc, ils avaient un produit qui était résilient, sauf que c'était une hypothèse qui n'avait pas été, je dirais, envisagée. Et ça, c'est pareil dans toutes les catastrophes. Quand j'étais en Indonésie, on a mis des alertes tsunami avec des bouées qui étaient au large. Bon, les pêcheurs indonésiens ont préféré récupérer le cuivre des bouées qui ne fonctionnaient plus au bout de 2 ans. Donc vous voyez bien que c'est une éducation de la population également, mais c'est pas que. Il faut pas dire c'est la faute à Pierre, à Paul, à Jacques ou François, c'est qu'est-ce qu'on fait collectivement. Qu'est-ce qu'on fait collectivement? Donc c'est comme ça qu'on gagnera, uniquement. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on prenne... allez, on va prendre un dernier appel. Anne-Sophie qui est à Lille. Bonsoir Anne-Sophie. Oui, bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie, si vous pouviez poser votre question un peu rapidement parce que le malheur tourne. Non, moi c'était tout simplement un témoignage. Voilà, moi je suis enseignante de français en collège et parallèlement je suis devenue formatrice au premier secours il y a 3 ans. J'ai suivi une formation et en fait c'était pour rebondir sur ce que vous disiez un peu l'invité, on forme les élèves. Ils sont formés notamment déjà dans le primaire, j'ai de petites choses. Et moi par exemple je forme tous les élèves de mon collège sortent en 3e avec leur brevet de citoyen secouristes. J'en forme par groupe de 10, donc 8 heures, et eux savent que c'est le signal national d'alerte, savent quoi faire, et ça faire les premiers gestes, donc les gestes de premier secours, en disant bien évidemment que ce ne sera pas forcément parfait. Eh bien bravo. Mais ils en ont déjà une connaissance. Donc voilà, pour dire ça bouge, mais qu'il faut des moyens. Le plan de l'éducation nationale, il faut à la fois du matériel, il faut du temps, il faut des lieux. Merci. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie et bravo pour tout ce que vous faites. L'heure tourne, on va faire un dernier tour de table sur ce qui devrait être les priorités. Bénédicte Chéron, c'est vous qui allez commencer parce que vous avez bien suivi notamment tout ce qui vient d'être dit dans un tout dernier rapport sur la résilience. Oui, sur les parce priorités. que en fait c'est intéressant de regarder quand même c'est un sujet dont se saisissent un certain nombre de personnes qui ne s'en saisissaient pas forcément avant. Donc il y a deux parlementaires qui ont rendu un rapport très récemment, dont l'un s'appelle Thomas Gassilou, l'autre me pardonnera d'oublier son nom, sur la question de la résilience. Et puis il y a des travaux en cours aussi dans les services de l'État parce que la crise sanitaire qui s'achève a montré aussi que il faut bien sûr parler de la question du rôle des citoyens, mais il faut aussi que l'État lui-même soit suffisamment solide pour être capable de tenir face à des crises. Et ça, c'est vraiment fondamentalement le rôle de l'État, de travailler sa propre solidité, la propre solidité de ses administrations, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est très important de bien... Il y a un vrai rôle aussi de la parole politique. Parce qu'on sort aussi d'une période un peu longue où c'est vrai qu'on a tout appelé crise et on a tendance à tout mélanger, ce qui est de l'ordre des risques, ce qui est de l'ordre des menaces. Et c'est très important de rappeler que c'est pas la même chose de se situer en tant que société face à des risques qui sont un peu inertes politiquement. Une catastrophe naturelle, c'est pas politique. Alors on peut poser la question du climat de manière politique, mais on se trouve face à un objet qui n'est pas politique. Quand on se trouve face à une crise sanitaire et un virus, ça n'est pas un objet politique. En revanche, le jour où on se trouve face à un ennemi qui a un projet politique, on ne peut pas se situer en tant que société de la même manière. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on nous a beaucoup dit, dans des moments où on était face à des risques, qu'on était en guerre. Et je pense que cette parole politique, elle a un rôle à jouer aussi dans l'explication des contextes dans lesquels on se trouve. Et en tout cas, il faut répondre à la question des citoyens qui parfois seraient plein de bonne volonté pour agir. Philippe Dacosta, votre priorité des priorités, si vous deviez la résumer ce soir. La priorité des priorités, c'est faire émerger une société plus engagée sur la prise en main de ces risques. Et cela d'autant plus que la crise sanitaire a généré, si vous voulez, des effets sur la santé mentale de nos concitoyens, sur la santé et sur le bien-être psychosocial, et d'avoir un discours positif. C'est-à-dire montrer qu'à travers un discours valorisant et également par des initiatives concrètes, par des gestes du quotidien, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, les réponses existent, elles sont à notre portée. Allez,
15 secondes pour Fred Courant et 15 secondes pour Bruno Maestracci. C'est vous qui commencez, monsieur le contrôleur général de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Donc, en conclusion. Oui, en conclusion. C'est une initiative formidable, parce qu'il faut qu'elle continue. C'est pas quelque chose qui doit être juste un vœu pieux. C'est quelque chose qui nécessite un engagement de tout un chacun. Et je suis certain qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Fred Courant. Allez, rapidement, pour vous aussi, la priorité des priorités. Allez, je vais pas vous faire les 12 recommandations. Nous, on a voulu qu'elles soient simples. Je crois savoir, je suis pas habilité pour ça, mais que c'est sur la bonne piste. Ces recommandations ont été plutôt bien reçues par l'ensemble des professionnels. Voilà, j'espère que les choses vont bien évoluer. L'essentiel, pour conclure, c'est quand même de dire que la culture du risque, elle n'a pas pour vocation d'éliminer les risques, mais de nous apprendre à nous tous à vivre avec et puis essayer de diminuer leur impact, tout simplement. Allez, pour que cette émission soit quand même utile et que vous partiez tous ce soir avec une info concrète, je voudrais vous soumettre, et je vais le soumettre à Bruno Maestracci, ce mail de Myriam. Que faut-il emmener en cas de départ précipité suite à une catastrophe? Papier, justificatif, médicaments. Elisabeth aussi, qui est en Martinique, elle dit bouteille d'eau, qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut emmener? Allez, en 10 secondes. À 10 secondes. Premièrement, il ne faut pas emmener, il faut préparer. Préparer, ça dépend du contexte, ça dépend du risque auquel vous êtes exposé. Il y a un portail du ministère de l'Environnement qui s'appelle Géorisque, où tout ça c'est expliqué. À votre mairie, on va pouvoir... Allez, on ira voir. Mais il faut absolument que dans ce petit sac qui est à côté de votre lit, il y ait un minimum de papier, comme vous dites, un minimum de couverture de survie, de quoi arrêter l'hémorragie. Voilà. Merci beaucoup. Je suis déjà en retard. Allez, Patricia Martin, en un mot, la philosophe que vous recevez ce soir, leur philo, c'est juste Fabienne après. Brugère, et avec elle, on fera un petit tour du monde du féminisme. Eh ben, c'est parfait. Merci, à tout de suite. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est important de faire une dose de Marokko, dat wordt een speciale wedstrijd hier in België met een grote Marokkaanse gemeenschap in ons land. Met Tariq Tissoudali en Selim Amala die hier voetballen. En dan de derde tegenstander, Canada. Pas de tweede WK-deelname voor het eerst erbij na 36 jaar. Een jong en swingend elftal met ex-agentspelers Jonathan David en Tajan Buchanan van Club Brugge. Een openingsmatch dus met risico's voor de Rode Duivels. Canada, dan Marokko en dan Kroatië. Dat wordt de volgorde. En als België zich plaatst voor de achtste finale, dan komt het waarschijnlijk uit tegen Spanje of Duitsland. België zit in de zware tweede tabelhelft, dus de Duivels moeten niet meteen aan de slag op dit WK. En dat was ook de belangrijke wens van bondscoach Roberto Martinez. Het WK begint op 21 november met een duel tussen gastland Qatar en Ecuador. Une symphonie dédiée à Révol Bounine, compositeur que l'on connaît assez peu chez nous. Et incarcéré, figure de l'ultra-droite, il avait été interpellé en Hongrie. Sera pas avant au mieux les demi-finales. Et Fanny Le Chevestri et la France encore donc dans le groupe du Danemark. Van Graden. Dat wil dus zeggen dat ze net... Qui se rapporte à son enfance ou à la Seconde Guerre mondiale. Ces éléments qui se traduisent parfois musicalement s'intègrent dans une réflexion esthétique sur la rationalisation de la forme et de la proposition, l'attachant d'ailleurs parfois à une vision plutôt néoclassique de la composition musicale. Par exemple, le premier mouvement de la 4e symphonie était, dans sa première version, sous-titré Toccata. La référence au genre baroque s'appliquait ici plutôt au rythme du mouvement plus qu'à sa forme, puisque celui-ci reste dans la traditionnelle forme sonate. Précisons tout de même que le qualificatif néoclassique est assez restrictif et ne se base finalement que sur la conception formelle, puisque de manière générale, Weinberg se rattache plutôt à des compositeurs comme Shostakovich ou Bartók. On retrouve d'ailleurs fortement l'influence de ce dernier dans le final de la 4e symphonie, un final qui laisse également entendre une mazurka polonaise et la chanson à danser La Petite Caille, le tout dans un rondeau qui nous laisse penser à une fuite en avant. Et ça tombe bien puisque nous allons aussi de l'avant en laissant place à la musique et à la chef Mirka Krajnite-Tila à la tête du City of Birmingham Symphony Orchestra, poste qu'elle tient d'une main de maître depuis 2016.
boudin.
Dans 600 mètres, prendre la sortie. Au rond-point, prendre la 5e sortie sur D57. D57.
500 mètres, rejoindre D301. Mètres, prendre la sortie en direction de Divion, Berck. Sortie en direction de Divion, puis restez à gauche à l'embranchement. À l'embranchement, puis prendre à gauche sur l'avenue Paul Louvier. Sur avenue Paul Louvier, D302. Au rond-point, prendre la première sortie, D301, vers à 21, à 26. Point, prendre la bretelle. Des 301 pendant 1,5 km. Mètres, prendre la sortie des 57 en direction de Bruel-Abbé, Houdin. GPS de merde. Sortie des 57.
km au rond-point, prendre la première sortie sur D57. Un GPS de merde.
km, prendre la sortie 10 à 25 zone industrielle Artois à Flandre vers Lille à 25. Prendre la sortie 10 à 25 zone industrielle Artois à Flandre vers Lille à 25. La sortie 10 à 25 zone industrielle Artois à Flandre. Pendant 8 km.